Troisième partie, l'unipolarité illusoire. Nous sommes, mesdames et messieurs, le 2 décembre 1989. Je vous ai déjà raconté ce moment très fort où Mikhaïl Gorbatchev dit à George Bush « L'URSS n'est plus intéressée à une compétition avec l'Occident ». Et c'est ce jour-là que Bush a utilisé son fameux crayon pour poser l'équation 2 moins 1 égale 1. Nous sommes la nouvelle puissance unipolaire. Nous étions 2, l'Union soviétique déclare forfait, donc nous sommes les maîtres du monde. En tous les cas, nous sommes entrés dans un moment unipolaire. Je voudrais, pour terminer cette leçon, vous présenter 3 éléments, c'est-à-dire d'abord le moment unipolaire, deuxièmement sa mise en échec, par quoi, qu'est-ce qui vient après, et enfin, et ça nous servira de conclusion, les illusions qui accompagnent un semblant de gendarmerie qui se reconstituerait dans ce système post-bipolaire. Le moment unipolaire a existé. 5 années étranges durant lesquelles il y a eu un ordre unipolaire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, unipolaire? Ça veut dire le système international est organisé autour d'un seul pôle. Qu'est-ce qu'un pôle? Une capacité attractive qui donne à la superpuissance suffisamment de ressources pour dominer tous les autres États. Eh bien, il y avait de bonnes raisons d'admettre, autour de 1989, qu'il y avait bel et bien un pôle dans l'ordre mondial. D'abord, nous sortions d'une bipolarité à la faveur de laquelle l'URSS avait été défaite, avait été vaincue. Les États-Unis étaient clairement vainqueurs de la guerre froide. L'URSS n'avait ni la volonté, je vous l'ai dit tout à l'heure, ni les moyens de s'opposer aux États-Unis. Et en même temps, le troisième larron qui commençait à pointer à l'horizon, la Chine, était empêtrée dans l'une de ces crises intérieures qui constituent en quelque sorte son talon d'Achille récurrent, à savoir les événements de Tiananmen, qui avaient été, ainsi que vous vous en souvenez, réprimés dans le sang, ce qui a valu à la Chine d'être mise au ban de la communauté internationale dès la fin du printemps 1989. Le propos de l'URSS était de survivre, le propos de la Chine était de se faire oublier et à terme de se faire pardonner. Autrement dit, rien n'arrêtait les États-Unis. Et les États-Unis, dans leur prétention unipolaire, disposaient d'une conjoncture hautement favorable avec l'invasion le 2 août 1990 du Koweït par le dictateur irakien Saddam Hussein. Pourquoi? Eh bien parce que, effectivement, on voyait un État supprimer un État voisin, l'annexer comme simple province, ce qui a provoqué une réaction consensuelle du Conseil de sécurité, ce qui est rarissime, ce qui était une première dans l'histoire du multilatéralisme à l'époque, conduisant à la fameuse résolution 678 qui autorisait l'usage de la force pour replacer le Koweït dans une situation de souveraineté. Dans le contexte tel que je vous l'ai décrit il y a un instant, une seule puissance était en mesure de monter cette coalition, dite Desert Storm, tempête du désert, c'est les États-Unis. Et je vous rappelle que
ni l'URSS ni la Chine ne s'y sont opposés, n'ont pas participé, certes, à la coalition, mais que des contingents assez étonnants participaient à cette coalition. La France, bien sûr, l'opération Daguet, mais surtout la Syrie, du président Hafez el-Assad, allié des États-Unis contre l'Irak de Saddam Hussein. Il y avait donc une conjoncture que la prééminence du général Schwarzkopf, commandant en chef de la coalition, venait en quelque sorte incarner et concrétiser. La victoire en 1991, début de l'année 1991, venait renforcer la prééminence des États-Unis, d'autant plus remarquable que les États-Unis, dans la lancée, purent même organiser la première conférence de paix au Proche-Orient, la fameuse conférence de Madrid, qui va mettre un terme à l'intifada palestinienne et qui va pour la première fois réunir autour d'une même table tous les protagonistes, Syrie et Palestine incluses. On se croyait véritablement parvenu à un ordre réellement dominé, organisé, structuré par les États-Unis. Mais c'était là illusion. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison très simple, et pour une fois, la géopolitique a une réponse, à savoir la domination américaine dans la gestion des conflits va inévitablement placer la Russie, pourtant considérablement affaiblie, en position d'antagonisme. Début des années 90, c'est la guerre en Yougoslavie, les États-Unis ne veulent pas trop s'en mêler. « No dogs in this fight », disait le secrétaire d'État James Baker à l'époque. Mais peu à peu entraîné dans ce conflit, l'OTAN, en 1994, PAC 1994, bombarde les positions serbes en Bosnie. L'OTAN qui bombarde la Serbie orthodoxe traditionnelle alliée de la Russie, on se croyait revenir en 1914, c'est-à-dire un antagonisme qui ne pouvait pas ne pas se reconstituer. Et même chose en Irak. La gestion de la post-guerre dans les années 90 en Irak donnait la maîtrise du ciel irakien à l'armée de l'air américaine. Mais alors, comment la Russie va pouvoir durablement accepter que pratiquement à ses frontières, les États-Unis fassent la loi? Ça vous rappelle quelque chose? C'est vraiment la situation actuelle au Moyen-Orient qui n'a pas changé. Surtout que l'erreur historique aura été à l'époque de se hâter pour intégrer les anciennes démocraties populaires dans l'OTAN et isoler la Russie d'un nouvel ordre international dont elle était exclue. Mécaniquement, l'opposition Russie-États-Unis reprenait ainsi le dessus. Alors ce n'était plus la bipolarité d'autrefois, puisque ce n'était plus une confrontation frontale entre deux blocs, mais c'était la démonstration finalement de la cohérence de la vieille thèse sur l'équilibre de puissance. Lorsqu'une puissance hégémonique est trop forte, eh bien, il se reconstitue des forces pour la rééquilibrer. Et ceci va aller jusqu'au bout de sa logique. Lorsque la Russie, face à cette hégémonie américaine, va se rapprocher de la Chine, qui acceptera d'autant plus ce rapprochement que Pékin saura dès les années 90 qu'il n'y a plus rien à craindre du côté de Moscou, qui n'est plus en mesure d'opposer sa propre hégémonie. C'est la raison pour laquelle l'unipolarité est possible, mais sur un moment extraordinairement bref, et d'autant plus que tous les autres, je vais y revenir dans un instant, n'ayant plus besoin d'être protégés face à une menace qui n'existe plus, n'ont plus de raison d'abandonner une part de leur liberté entre les mains de l'hégémone américain. Alors, cette mise en échec de l'unipolarité, c'est notre histoire contemporaine, c'est ce que nous vivons en ce moment.
Et alors, comment se met en échec cette unipolarité? Comment est-elle peu à peu en train de se consumer et de se détruire? Jusqu'au point, mesdames et messieurs, que l'hégémonie n'existe plus. Le politiste américain Robert Keohane, ayant écrit cet ouvrage « After Hegemony », c'est-à-dire après le moment hégémonique. Alors pourquoi cette difficulté de faire renaître une logique hégémonique? Eh bien, pour 6 raisons que je vais tenter de vous exposer aussi rapidement et clairement que possible. La première, vous la connaissez, on en a déjà beaucoup parlé, c'est que quand s'effaçait la bipolarité, se renforçait la mondialisation. La mondialisation, c'est l'interdépendance. Et l'interdépendance rend de plus en plus difficile, mais surtout de plus en plus coûteux, le choc frontal. Et c'est très exactement ce qu'on voit se constituer dans les rapports États-Unis-Chine. À la fin des années 90, les États-Unis pensaient trouver dans une Chine en pleine expansion, en plein essor, le nouvel ennemi, le nouveau pôle qui lui ferait face dans un système bipolaire renouvelé. Confrontation que la Chine a toujours refusée, convaincue qu'elle était avant même les États-Unis, parce que davantage épargnée par le poids d'une expérience passée, que la confrontation n'était plus possible dans un système d'interdépendance. Dans un système où la Chine est d'abord le premier financier des États-Unis, la logique de confrontation bipolaire ne fait plus sens. Cette logique d'interdépendance va peu à peu éroder, user jusqu'à la corde l'idée d'hégémonie. La deuxième idée, c'est, solidaire de la première, la fragmentation croissante du système international. Ce que les politistes américains appellent d'un curieux mot « leash sleeping », lâcher la bride, lâcher la laisse, leash sleeping. Qu'est-ce que c'est que le leash sleeping? Ça veut dire qu'avant, on était tenu en laisse, d'abord, si vous avez remarqué. Quand même un aveu assez intéressant dans la représentation américaine, l'imaginaire américain de ce qu'était le système bipolaire. We were leashed. Qu'est-ce que c'est que cette fragmentation, ce leash sleeping qui caractérise notre ordre international actuel? C'est d'abord l'idée que je vous disais tout à l'heure. Comme nous ne sommes plus dans un système de risque de confrontation frontale, l'idée de menace disparaît. Et de plus en plus, les puissances moyennes ne se sentent plus exposées à la pression militaire d'un camp d'en face qui n'existe plus. Donc pourquoi allons-nous nous réfugier sous un parapluie qui nous est coûteux dès lors qu'il n'y a pas de risque de tourmente? Les premiers à avoir compris le phénomène et qui, pour cette raison, jouent un rôle central dans l'échiquier diplomatique mondial, c'est l'Amérique latine. C'est les puissances américaines latines qui ont compris en sortant des dictatures à la fin des années 80 que s'ouvrait un temps d'autonomie dans la mesure où qu'est-ce qui menace aujourd'hui la paix du Brésil ou la paix de l'Argentine ou la paix du Chili, etc., etc. Et puis cette idée va apparaître ensuite en Europe. Regardez la réorientation de la politique étrangère allemande, de plus en plus pacifiste, voire neutraliste. Regardez la réorientation de la politique étrangère de la Turquie. Il n'y a que la France. Mais ça, c'est une autre histoire. Deuxième élément de fragmentation, nul ne se fait plus aujourd'hui d'illusions sur la fameuse vision néolibérale d'une main invisible d'un marché, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le marché viendrait réguler les échanges mondiaux.
Comme il n'y a pas de main invisible, comme il n'y a pas d'ordre spontané dérivant des échanges, chacun est tenté d'y aller de ses propres recettes. D'où en même temps cette résurgence du bilatéralisme et cette propension de chacun à jouer sa propre carte et donc à aller dans le sens d'une fragmentation plus marquée. Troisième facteur, et vous savez que dans ce cours j'insiste beaucoup là-dessus, la revanche des sociétés. Les sociétés sont de plus en plus présentes dans la diplomatie, la guident, la contraignent, l'obligent. Et dans ce système, eh bien, les sociétés ont tendance à tirer les États hors de toute attraction stratégique, hors de toute discipline d'alliance. Regardez le poids des opinions publiques dans la crise récente syrienne et la manière dont celles-ci, ces opinions publiques, se sont mises au travers des initiatives d'intervention de la Grande-Bretagne et accessoirement des autres démocraties occidentales. Les opinions publiques sont en train aujourd'hui de pulvériser le système international façon puzzle. Quatrième facteur à l'intérieur de cette fragmentation, c'est la renaissance des puissances moyennes. Avec la disparition de la bipolarité, les puissances moyennes ont eu le sentiment qu'elles avaient les coudées plus franches, qu'elles avaient davantage de marge et d'autonomie. D'où effectivement ce jeu propre de puissances moyennes qui ont particulièrement réussi, comme l'Allemagne, qui joue sa propre carte sur l'échiquier international, et ceci de manière de plus en plus remarquable. Sommes-nous face à la renaissance de ces puissances moyennes? C'est un autre axe. Enfin, et dernier élément de fragmentation, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, la prolifération des conflits locaux, qui ont chacun leur logique et qui ont chacun ainsi leur propre dynamique d'autonomisation. Donc, fragmentation croissante de l'ordre international, voilà qui ne favorise aucune polarisation. Troisième facteur, c'est la décomposition, troisième élément de cette mise en échec de l'unipolarité, c'est la décomposition du clientélisme. C'est-à-dire que l'ordre bipolaire avait une simplicité, c'est que même s'il existait un tiers-monde face aux deux blocs, ce tiers-monde était presque totalement en coupe réglée de clientélisation. C'était en quelque sorte une totale soumission, une totale subordination. La Syrie, l'Irak, la Guinée, l'Angola, Cuba, du côté de l'URSS, le Pakistan, l'Iran, l'Égypte, après 1973, du côté des États-Unis, et ainsi de suite. Vous remarquez que, quelle que soit la résistance de ces logiques de clientélisation aux grands, les puissances du Sud, voire les petits États du Sud, sont de plus en plus réticents à cette clientélisation et de plus en plus autonomes. Fameux discours du président algérien Abdelaziz Bouteflika en septembre 1999 devant l'Assemblée générale des Nations unies, où il revendiquait pleine souveraineté pour l'Algérie. Et comment ne pas évoquer la mémoire du président Hugo Chavez. D'une façon plus générale, nous voyons maintenant ce désir des puissances du Sud d'exister pour elles-mêmes. Comment voulez-vous interpréter sereinement les accords sur le nucléaire iranien sans savoir que le principal souci de l'Iran, c'est pas d'avoir cette bombe atomique, ce n'est peut-être même pas de hâter son programme nucléaire civil. Son principal souci, c'est d'exister comme puissance régionale et de se faire reconnaître un statut. Cette quête du statut vous démarque de toute soumission. C'est même, en quelque sorte, grâce à l'arrivée dont on a déjà parlé des puissances émergentes,
une façon d'être et de se distinguer. Voilà qui rend d'autant plus difficile l'exercice d'une hégémonie américaine, jusqu'à des situations incroyables. Qui patronne l'Arabie saoudite? Qui contrôle sa diplomatie? Elle qui joue en même temps d'un islamisme radical anti-américain que d'une opposition frontale au régime dit progressiste. Qui contrôle l'Égypte du général Sissi, dont on croit à l'orientation pro-occidentale, mais dont on constate qu'il déploie des discours anti-américains qui n'ont d'égal que les discours anti-américains du clan de Morsi. Si vous prenez les grandes manifestations de juillet au Caire, on entendait à bas l'Amérique autant dans les cortèges favorables à Sissi que dans les cortèges favorables à Morsi. Ce nationalisme d'une nouvelle génération est, je crois, à retenir, ce n'est pas le propre de la seule Égypte. Donc, décomposition du clientélisme interétatique, c'est le troisième facteur de mise en échec. Le quatrième facteur, c'est cette espèce d'instabilité régionale. C'est-à-dire, est-ce que les régions vont se construire pour imposer leur autonomie, ce qui risque alors de mettre d'autant plus en difficulté les puissances hégémoniques. Ça, c'est la vision optimiste de l'Europe qui peut se reconstruire et donc équilibrer l'hégémonie américaine. Ou est-ce qu'au contraire, on va assister peu à peu à l'affaissement de la construction régionale et à la formation de ce transrégionalisme que je vous présentais autrefois, par exemple unissant Inde, Brésil et Afrique du Sud à travers l'IBAS, et qui vient là aussi constituer des forces de contrepoids qui rendent impossible l'action hégémonique. Cinquième facteur, l'échec même de la recette hégémonique. Les États-Unis n'ont pas gagné une guerre depuis 1945, et le président Obama en est conscient. Les États-Unis, comme puissance hégémonique, comprennent que l'usage de la force ne peut en aucun cas renforcer leurs propres capacités. Mais il y a plus que ça. Lorsque je vous présentais il y a quelques semaines les théories de la stabilité hégémonique, c'est-à-dire le système international a besoin pour être stable d'une puissance hégémonique, est-ce que ce n'est pas temps aujourd'hui que je vous présente la thèse de l'instabilité hégémonique, c'est-à-dire quand un hégémone essaye de faire le travail de gendarme dans l'espace mondial, eh bien, il crée plus de problèmes, de difficultés, de tensions et d'affrontements qu'il n'en résout. Instabilité hégémonique. Et enfin, dernier élément, échec des alliances. Le président George Bush père a voulu maintenir l'OTAN alors que le pacte de Varsovie était dissous. Que veut dire l'OTAN aujourd'hui? Est-ce que c'est une force véritablement de consolidation de l'hégémone américain ou est-ce que ce n'est pas devenu une formidable dynamique d'inertie? Peut-on être allié sans avoir un ennemi en face? Schmitt avait sa réponse, vous la connaissez. Alors, Reluctant Sheriff nous dit le politiste américain Haas à propos des États-Unis. Multipolarité économique, nous dit l'économiste américain Kaleo. Unimultipolarité, nous dit Stanley Hoffman. Ou alors ce politiste américain, Seymour Brown, professeur à l'Université de Dallas, qui nous parle d'une déclaration d'interdépendance qui devra suivre un jour la déclaration d'indépendance américaine. Déclaration d'interdépendance. On est bien dans la post-hégémonie.